Grandes Gueules en direct sur RMC Story. Maxime Yeddo, Jacques Maillot, Jérôme Marty sont avec nous et avec vous depuis 9h ce matin et en direct jusqu'à midi. Des Grandes Gueules qui recevront tout à l'heure Brune Poirson, c'est la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique. Brune Poirson, la secrétaire d'État à l'écologie qui s'est fixé les objectifs quasiment de zéro plastique. C'est son combat, la lutte contre le plastique. Ouais. Et elle tient à ce qu'on change véritablement d'habitude et de comportement vis-à-vis du plastique. C'est ce même gouvernement qui nous a dit le glyphosate c'est fini. Ah oui, quand on lit tous les rapports, on s'aperçoit que personne n'est prêt. Brune Poirson sera avec nous à midi moins 20. À 11h, on reviendra sur cette initiative prise par le patron de Aéroport de Paris. Vous savez, Augustin de Romanet, qui s'est retrouvé à 7h le matin au terminal de Roissy et qui a constaté que, ça alors, il y avait 1h30 voire 2 heures d'attente. Oui, ça fait 7 ans qu'il fait des tests, quand même. Ouais. Ça fait 7 ans qu'il est président. Alors, ça, c'est pas possible pour les voyageurs. Moderne, c'est bien, 7 ans. Oui, c'est bien. Alors, il était en client mystère. Il était en quelque sorte, un client mystère de sa propre entreprise. Mais comme le dit régulièrement Jacques, on ne découvre pas aujourd'hui qu'il y a des problèmes dans les aéroports de Paris qui sont parmi les plus mal classés à l'échelle européenne et mondiale. Il devrait s'occuper des bagages aussi. Il pourrait faire des tests dans ce domaine-là. On va lui donner des idées à Romanet. Finalement, Augustin de Romanet, est-ce que il n'est pas l'exemple de ce que devraient faire bon nombre de patrons de grandes ou petites entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire d'être un peu les clients mystères de leur propre entreprise et de voir comment ça se passe. On en parlera tout à l'heure à 11h. À 11h moins 20, je vous le disais, les tendances GG. En attendant, hôpital, gilets jaunes, les deux cortèges qui s'annoncent très chauds pour l'exécutif. Le premier, c'est jeudi. Ce sont les personnels de santé, personnels hospitaliers, à l'image de quelqu'un qu'on connaît bien dans les Grandes Gueules, Christophe Prudhomme, qui sera dans la rue. Les urgences, en fait, sont que le miroir grossissant de tous les dysfonctionnements de notre système de santé. La ministre l'a pas compris parce qu'elle nous vend des mesures qui sont des gadgets et surtout, elle ne met pas un euro de plus sur la table. Et puis, ça ne répond pas aux 3 revendications principales posées par les personnels, mais pas que par les personnels d'urgence, des effectifs, des emplois et des lits. Voilà, s'il fait partie des médecins urgentistes, Christophe Prudhomme, CGT. Oui, enfin, c'est pas lui qui a lancé ces mouvements. Je trouve que c'est dommage qu'on donne toujours la parole à la CGT dans ce domaine, parce que ce qui est intéressant avec ce mouvement des urgences, c'est que ça a été lancé justement par des non-syndiqués, par des jeunes plutôt, qui ont lancé un collectif, un peu des gilets jaunes en fait, des hôpitaux. Et on voit une fois de plus, alors bien sûr les syndicats derrière essayent de récupérer, mais le mouvement est plus profond. Et on voit bien qu'après de nombreux mois de tension, pour l'instant la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, n'a pas trouvé les mots, les actes pour calmer les choses. Donc jeudi, on s'attend à une manifestation de grande ampleur. Agnès Buzyn devrait, une fois de plus, annoncer des choses d'ici au 20 novembre, nous dit-on, mais ça fait quand même plusieurs semaines que régulièrement, elle va au devant des médias pour dire voilà, on va faire ci, on va faire ça. Peut-être que parce que le problème ne peut pas se régler non plus d'un coup de baguette magique. Est-ce qu'on craint le pire, d'autant plus qu'il y a les hôpitaux jeudi? Et ensuite, ce week-end, il y a l'anniversaire des Gilets jaunes. Et là, on ne sait pas précisément si les Gilets jaunes sont encore prêts à se mobiliser. C'est peut-être la semaine de tous les dangers pour Emmanuel Macron. Qu'est-ce que tu en dis, Jacques? 32-16 pour en parler avec les GG. D'après ce que je comprends, c'est que le gouvernement va reculer quand même par rapport à l'hôpital, que Mme Buzyn est arrivée à convaincre Macron. Il y avait déjà un problème, il y a une dette de 30 milliards d'euros. Il semble, on a l'habitude, maintenant on reprend les dettes. Ce qu'on a fait à la SNCF, apparemment on va le faire pour les hôpitaux. Comme de toute façon, depuis le discours du mois de décembre, on a ouvert les vannes, de toute façon, on va continuer à ouvrir les vannes. Alors la seule chose, le seul point, elle ne veut pas toucher au point d'indice pour qu'il y ait des augmentations. Mais par contre, apparemment aussi, il semblerait que pour les investissements à l'hôpital, il va y avoir des moyens supplémentaires. Je rappelle quand même que le président de la République, il connaît bien le problème de l'hôpital public, que ses parents, les deux, son père et sa mère, bossaient dans les hôpitaux publics. Je crois même que son père était un professeur de neurologie. Non. Là, apparemment, au début, on a dit non à Agnès Buzyn, et apparemment, le 20 novembre, comme l'a dit Olivier, elle doit annoncer un certain nombre de mesures, et il doit y avoir un peu de blé, comme on dit. Oui, mais à chaque fois qu'elle a annoncé quelque chose, ça n'a pas calmé la colère. Là, il semblerait qu'elle est arrivée à convaincre le président de la République. Bercy. Et absolument, et Bercy. Et quand même 30 milliards d'euros. Et je pense que sur le problème des lits, à mon avis, il devrait se passer quelque chose au niveau des lits.
Est-ce que la mobilisation s'annonce importante, docteur Marty? Je pense que oui. Nous en a parlé régulièrement. D'abord, ça fait 8 à 9 mois que ce mouvement est lancé. Il y a quelques 260 services d'urgence qui sont en grève. Ça touche aussi des services hospitaliers. Et la ville, aujourd'hui, est très regardante de ce conflit parce que quand on touche l'hôpital, on touche aussi la ville. Donc, c'est toute la médecine qui, aujourd'hui, est en crise. Toi, jeudi, par exemple, tu es mobilisé. Nous, on a appelé à manifester, on a appelé à soutenir nos confrères et nos consoeurs hospitaliers parce que quand on touche l'hôpital, encore une fois, on impacte sur la ville et qu'il n'y a plus de médecine. On ne peut pas imaginer un seul instant qu'on regarde l'hôpital se casser la figure, nous, sans rien faire. Oui, mais on voit bien qu'il faut tout réorganiser et que ça implique aussi les médecins de ville. Pour qu'il y ait moins de monde dans les urgences, il faut peut-être aussi que la médecine de ville soit plus impliquée, qu'on ne soit pas tous obligés d'aller aux urgences pour se faire soigner. Le problème, on le sait tous, le problème est lié à la déstructuration des équipes. Le problème est lié au fait qu'on a fermé plus de 100 000 lits à l'hôpital public, alors même que la population a augmenté de près de 8 millions de personnes, qu'elle vieillit, qu'on a des patients polypathologiques et qui donc restent plus longtemps dans les lits, et on nous parle constamment de virage ambulatoire, c'est-à-dire qu'on veut prendre un virage mais on n'a plus la route, c'est-à-dire qu'on a détruit quasi la médecine de ville, et aujourd'hui on dit qu'il faut faire sortir les gens plus tôt, et il faut que cette médecine de ville s'occupe plus tôt de gens qui de fait sont donc non stabilisés et donc plus lourds à traiter, alors même qu'on n'a plus le tissu sanitaire pour le faire. Donc ça veut dire qu'on a loupé complètement la réorganisation de notre médecine, et aujourd'hui c'est vrai, ce gouvernement hérite de situations antérieures, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas pris la mesure de la catastrophe. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui tous les politiques, quels qu'ils soient, n'ont pas pris la mesure de la catastrophe et qu'aujourd'hui, ils sont en train de la prendre en pleine figure parce que le système, véritablement, s'effondre. Et moi, je ne connais pas d'effondrement qui ralentisse. Oui, mais là où Agnès Buzyn vous dit « attendez un peu » parce que tout ça, c'est la résultante d'années et d'années de mauvaises réformes. On n'a pas pris en compte ce qu'il fallait faire à l'hôpital. À quoi va servir une énième manifestation, puisqu'on sait que résorber les problèmes de l'hôpital public, ça va prendre plusieurs mois. Donc, Jérôme Marty, ce que demande je pense qu'elle a compris, Madame Buzyn, qu'il y avait urgence. Donc, c'est pas en descendant à 10 ou 15 000 ou 30 000 dans la rue, je ne sais pas combien. Il faut, en toute chose, il faut toujours des chocs. D'abord, ça permet de se compter, ça permet de voir où en est la mobilisation. Mais il faut des chocs. On met en avant uniquement la problématique économique, mais il n'y a pas que ça. Quand tu regardes ce que demandent les personnels, ils demandent qu'il y ait une modification aussi de la gouvernance, ils demandent à ce qu'il y ait une modification de l'organisation des pratiques et de ne pas passer tout, qu'on ne soit pas obligé à chaque fois de passer par la direction hospitalière qui elle-même passe par l'ARS, qui elle-même passe par l'État. On est dans une structure qui est profondément pyramidale, alors que pour avoir un hôpital qui fonctionne, il faut qu'on ait une structure horizontale. Et on ne veut pas mettre en place cette structure horizontale qui serait le fait d'avoir une vraie démocratie sanitaire dans tout ce que ça entend. C'est-à-dire donner véritablement une part de pouvoir d'organisation aux gens qui font l'hôpital. Jacques. Sur ce point, il semblerait que le message est entendu. Là aussi, dans les propositions qu'elle va le faire le 20 novembre, normalement, les médecins doivent reprendre le pouvoir. Le pouvoir ne sera plus à des financiers ou à des administratifs. Elle le dit noir sur blanc. Elle a fait une interview dans mais quand c'était les médecins, qui les nomme quand c'était les médecins qui géraient, on leur a reproché de trop dépenser. Et ensuite, on a mis justement des administratifs en disant l'hôpital, c'est quand même de la gestion. C'est pas open bar comme on dit aujourd'hui. C'est pas à crédit ouvert. Monsieur Maxime Yeddo. Pour la réponse à la question, la semaine de tous les dangers, mais je pense que ça ne s'est jamais réellement éteint. Surtout, je pense que c'est ça. On reparle de l'anniversaire des Gilets jaunes, mais la vérité, je pense que on a tenté, notamment le gouvernement a tenté d'effacer la dimension majoritaire de ce mouvement. Je dis pas que ça doit repartir, mais je dis que beaucoup de ceux qui ont eu l'impression d'être entendus aujourd'hui, leur vie n'ont pas changé. Leur vie, malgré l'échec, malgré les décisions, malgré les annonces, malgré le grand débat, je ne pense pas que ceux qui manifestaient hier soient de nouveau heureux aujourd'hui. Je pense que le vrai problème est là. Il y a eu un sondage IFOP dans le Marianne encore cette semaine qui prouve justement que la colère est encore là. Est-ce que le manque de services publics, le manque de considération, le manque d'isolement des campagnes loin des grandes villes, ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique, n'est toujours pas satisfaite de la vie qu'ils mènent. Et honnêtement, ce n'est pas, et on le voit bien dans la poursuite de ce que fait Emmanuel Macron, que ça va s'arranger. On voit bien que la réforme des retraites, qui est un chantier brûlant, c'est quelque chose qui ne se fera jamais et qui tente quand même de mettre Pourtant, Jean-Paul Delevoye dit le contraire. Jean-Paul Delevoye ce matin dit chez Bourdin, la loi sera votée en 2020. Si Jean-Paul Delevoye il ne se referait pas à mettre en place par Édouard Philippe et Macron en début de semaine, ce qui s'est passé. Donc je pense réellement que le problème de ces semaines, c'est que le gouvernement n'a en réalité pas compris ce qui s'est joué au niveau des Gilets jaunes. Je pense qu'il y a eu un électrochoc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Maintenant, je pense qu'ils n'ont pas compris le fond. Je pense qu'il faut changer de tournant, ce qu'Emmanuel Macron n'a toujours pas fait, et je réinsiste sur le fait que le gouvernement... Il n'est pas en phase avec l'opinion, avec la
population. Oui, je réinsiste sur le fait que je pense que le gouvernement a tout fait pour décrédibiliser l'ambiance majoritaire du mouvement des Gilets jaunes, à savoir un mouvement qui a été soutenu par 80% des Français. Je pense. Oui, mais on veut quoi? D'accord, mais on veut quoi? Parce que de l'argent, je rappelle quand même que nous avons les dépenses publiques les plus élevées, les plus importantes d'Europe. Où le pognon? Voilà. Donc, le pognon? Je sais pas, mais nous avons les dépenses publiques. Tout le monde veut de l'argent. On vit à crédit aujourd'hui. On vit à crédit. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a officiellement plus de ressources. Non, mais exactement. Sauf que le pognon va où? On fait des chèques, mais on ne sait pas où l'argent va. Il suffit, par exemple, il y a pas longtemps, je discutais avec une maman d'un enfant handicapé. Regardez le pognon qu'on met. Je crois que c'est 45 milliards pour l'autisme, 100 millions pour l'autisme précisément. Où va le pognon? Où va le pognon qu'on promet aux urgences, aux policiers et aux services publics? Il est nulle part. Même il y a eu 17 milliards d'euros, il n'y a qu'à voir la consommation, elle fonctionne. D'ailleurs, il y a des Français qui continuent à épargner, mais alors là, il faut quand même le faire. On injecte 17 milliards d'euros, il y en a qui épargnent. Mais il y a quand même, et la consommation, il y a un point quand même, zéro, d'ailleurs. dans tout ce qui est et un point positif, le chômage ne cesse de baisser. Oui, on en parle de conjoncture économique. Attendez, la croissance a été revue en baisse. Jérôme Maxime. C'est vrai, mais quand même, le chômage baisse. Jérôme, Maxime, Jacques, je voudrais qu'on donne la parole à Sophie qui nous appelle de Seine-et-Marne. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Sophie veut entrer dans la conversation avec les GG. Bonjour Sophie. Sophie, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien Sophie. Manif de jeudi, manif des Gilets jaunes, vous serez dans une, vous serez dans les deux. Dites-nous Sophie. Alors effectivement, je serai à la manif des Gilets jaunes pour les 1 an. Oui. Parce que je suis gilet jaune depuis le 17 novembre, que les mobilisations se sont effectivement jamais arrêtées. Oui. Parce que tous les samedis, nous nous mobilisons. On se mobilise, pourquoi? Je suis assez d'accord avec Maxime Liédo quand il dit que, en fait, il y a de moins en moins de services publics et nous, on sort dans la rue. Pourquoi? Pour qu'on ait de plus en plus de services publics. Enfin, du moins. Avec quel argent? Avec quel argent? Avec l'argent qu'on donne, par exemple, pour le CICE, on ne voit jamais la couleur. On donne où va l'argent? Peut-être réduire les évasions fiscales que font les grands fortunés de France, par exemple. Ça, c'est aussi une manière de budgéter plus de services publics. C'est peut-être aussi... je sais pas, réduire les marges qu'il y a sur le pétrole et qui fait que nous, chaque jour, on dépense... ça, c'est des accords internationaux, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de politiques qui ont fait leur crème dessus en disant Emmanuel Macron ne baisse pas les taxes, il taxe pas le kérosène pour les si on veut de l'argent pour les services publics, il faut bien les taxes. Oui, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. En Europe, il y a quand même des endroits où on paye moins le gaz, on paye moins cher le carburant. Donc, il faut quand même qu'on m'explique. Oui, mais alors, Sophie, vous voyez, c'est contradictoire. Vous dites qu'il faut plus d'argent public et vous voulez baisser les taxes. L'argent public, et il vient d'où l'argent public? Il vient des taxes et des impôts. Sauf que, et notamment les taxes sur le carburant. Faire cette comparaison, on est le pays le plus taxé, non seulement dans l'Union européenne, et le pays le plus taxé dans le monde avec le plus. Oui, parce qu'on a les dépenses publiques les plus importantes. Oui, mais d'accord. Non, mais tu peux pas dire en permanence où est notre pognon. On en prélève un peu plus pour que notre situation collective, la situation de la France, ne s'améliore pas. Non, parce qu'on a des dépenses sociales qui sont plus importantes chez nous qu'ailleurs. C'est une réalité. Mais c'est surtout qu'on ne sait pas gérer le fric et que les politiques le mettent à l'endroit où ils veulent eux le mettre sans résoudre le vrai problème. Je voudrais qu'on continue d'écouter Sophie parce que vous nous dites, Sophie, vous serez vous dans la manifestation des Gilets jaunes. Vous faites quoi dans la vie, Sophie? Moi, je suis travailleuse sociale, je suis éducatrice spécialisée. Ouais. Vous gagnez combien par mois, Sophie? Je fais 1 300 euros. 1 300 euros, un bac plus 3. Un bac plus 3 avec charge de famille, avec des enfants, dites-nous. Ah non, 1 300 euros, c'est mon salaire net. Net. Non, mais je vous dis, est-ce que vous avez charge de famille aussi? Vous avez des enfants, c'est ce que je veux dire? Alors là, actuellement, je suis célibataire et je suis contrainte de vivre encore chez mon père puisque je ne peux pas me loger avec mon salaire. Du côté de la région parisienne, c'est ça? Vous êtes typiquement, effectivement, le profil gilet jaune en Seine-et-Marne. Je rappellerai qu'Éric Drouet, qui est l'un des initiateurs, chauffeur routier de Seine-et-Marne. Ce sont des départements où on est trop loin de la ville, finalement, pour profiter des avantages à la ville. Pas vraiment encore dans la campagne. On a besoin, effectivement, de la voiture parce qu'on ne peut pas faire autrement pour se déplacer. Et voilà. Vas-y, Jérôme. Ce qu'elle décrit, on le retrouve au sein de l'hôpital. Et je vous donne quelques chiffres pour bien comprendre combien cette crise est importante et combien il va être difficile d'en sortir. Il ne faut pas oublier que les infirmières au sein de l'hôpital public sont les moins bien payées de l'OCDE. Que les hôpitaux périphériques dans ce pays ne tournent que grâce aux médecins étrangers, que bien souvent on paie encore moins que les médecins français. Que 30% de postes de praticiens hospitaliers aujourd'hui sont vacants. Que l'espérance de vie professionnelle au sein de l'hôpital public aujourd'hui, c'est 8 ans.
8 ans, et après elles s'en vont. Donc ça prouve bien que cette crise, on a fait des cathédrales souvent, on a bâti des hôpitaux hyper modernes, on a juste oublié l'humain. On a oublié que le facteur humain, les gens, les mains qui soignent, les gens qui tiennent l'hôpital devraient être mieux traités pour arriver à le faire tourner. Et on n'a pas voulu investir dans l'humain. Et là est l'erreur. Là est l'erreur. Le coût d'un étudiant aujourd'hui et d'un élève, c'est 8 800 €. Le coût de la dépense de la santé par habitant, c'est 2 500. Et on nous dit qu'on coûte trop cher. Enfin, on est en plein délire. Alors, Sophie, permettez que je vous envoie un t-shirt des GG des grandes gueules, mais juste d'un mot, parce que vous disiez, moi, je suis gilet jaune, mais vous pourriez être aussi aux côtés des personnels hospitaliers si les cortèges se multiplient ou pas, Sophie ? Absolument, je pense que l'important c'est de converger dans les luttes parce que de toute façon nous sommes tous dans la rue pour les mêmes raisons, on souffre finalement, on travaille tous et on souffre, et que ce soit personnel hospitalier, que ce soit travailleurs sociaux qui font également un appel à la grève pour le 5 décembre. Ouais. En fait, finalement tous les services publics sont touchés, mais je pense aussi à la police. Enfin voilà, moi je serai effectivement dans la rue le samedi 16 novembre. Ouais. Je ne pourrai pas être dans la rue le jeudi puisque je travaille. Et par ailleurs, je serai dans la rue pour demander plus de démocratie puisque j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, nous sommes tous citoyens, nous devons participer à la vie de notre société. Mais finalement, on a la possibilité de le faire que tous les 5 ans et on n'est jamais véritablement représenté. Vous avez signé pour le référendum sur ADP ? Absolument, bien sûr que j'ai signé. D'accord. Merci Sophie, merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Je vous envoie un t-shirt des GG. Dans un instant, Nathalie, tiens, qui est du côté de la Seine-Saint-Denis aussi, qui veut parler des hôpitaux. Restez avec les GG, avec les grandes gueules, 2 manifestus, que vous pourriez participer à l'une, à l'autre, aux deux et enclencher les mobilisations. À tout de suite avec les grandes gueules. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Les grandes gueules en direct sur RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Maxime Liédo, Jérôme Marty, Jacques Maillot. On parle de ces journées de mobilisation qui arrivent, l'hôpital jeudi, les gilets jaunes, ensuite pour le premier anniversaire du mouvement, sans compter ensuite la journée du 5 décembre, la grande journée de manifestation et de mobilisation contre la réforme des retraites. Alors est-ce que ce sont des journées qui peuvent faire vaciller l'exécutif, le gouvernement? 3216 rmc.fr, vous allez y participer, oui ou non? À vous de nous le dire, comme Nathalie qui est avec nous. Donnez votre avis au 3216. Les grandes gueules. Nathalie, bonjour. Bonjour les grandes gueules. Et alors Nathalie, dites-nous, vous serez dans une des manifs, dans un des cortèges, dans une des journées de mobilisation? En fait, de par mon métier, je ne peux pas m'insérer dedans, mais je vois les choses se dégrader. Alors je vous explique, moi je suis une ancienne infirmière puéricultrice anesthésiste. Oui. J'ai quitté l'hôpital au bout de 7 ans d'exercice. Donc ça rejoint bien ce que Jérôme Marty disait. C'est à peu près la durée de vie d'une infirmière. Et en plus, avec 2 DE supplémentaires de spécialistes, je suis partie. Je suis partie parce qu'on m'a donné l'occasion de partir pour avoir des conditions de travail plus faciles, mais c'est surtout pour avoir un salaire qui était à la hauteur de ce que je pouvais en attendre. Parce qu'à l'hôpital, nos situations s'étaient déjà dégradées. Je vous parle de ça dans les années 87, 88, 89. Je vous parle pas de ça il y a un petit moment déjà. Et et pourquoi je suis partie, je vais vous expliquer tout simplement, c'est qu'une garde sur 2 qu'on faisait en réanimation pédiatrique se terminait par l'appel d'un administrateur de garde pour me remplacer. Parce qu'il manquait de personnel déjà à l'époque. Et maintenant, qu'est-ce que je vois se dégrader encore plus? C'est l'hôpital dans sa globalité. Il n'y a pas que le secteur assistance publique et hôpitaux de Paris, c'est l'ensemble des hôpitaux, puisqu'aujourd'hui, je couvre la moitié du territoire et je vois les choses se dégrader d'année en année. Je vous donne juste un exemple pour illustrer. C'est que je travaille en transplantation d'organes et c'est une des spécialités qui rapporte plus à l'hôpital. On n'a pas de traçabilité des budgets. Ah oui. Voilà. Effectivement, ouais. Mais Nathalie, allez-y. Mais Nathalie, tous les contacts que vous avez gardés aujourd'hui à l'hôpital et même à travers ce que nous dit Jérôme, est-ce que c'est vraiment une question d'embauche et de personnel supplémentaire pour arriver à stabiliser l'hôpital et à le relancer? Est-ce que c'est ça le cœur du problème ou pas? Alors, je pense qu'il y a un double problème. Il y a d'abord effectivement des embauches qui ne se font plus, mais je pense qu'il n'y a pas de contrôle non plus.
enfin, comment pourrais-je dire, quand on attribue des postes, on ne voit pas si ces postes-là sont pérennes dans le temps ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est celui qui aura la plus grande bouche, qui aura le plus grand réseau, qui aura le plus grand mainmise ou d'accès direct au ministère ou autre, qui obtiendra gain de cause. Ouais. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a une répartition des postes qui est pas optimale. Ouais. Je pense vraiment qu'il y a des services qui sont suradministrés, surgérés. Exactement, et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et s'il y avait une répartition des postes un peu mieux, ce serait ça. L'autre chose, c'est la rémunération. Incontestablement, il n'est pas acceptable aujourd'hui, quand vous êtes infirmière, comme je l'étais, de gagner 1 700 €. C'est pas possible. C'est pas possible parce que si je fais toutes les années d'études que j'ai faites, c'est Bac plus 5. Qui accepte aujourd'hui de faire Bac plus 5 ? Je vais vous donner un autre exemple pour terminer. C'est qu'il y a des postes aujourd'hui qui vont être créés qui s'appellent les infirmières de pratique avancée. Ouais. Les infirmières de pratique avancée, ça ne va être que des gens qui vont être hyper spécialisés dans leur service et qui vont désengorger un petit peu parce que les médecins n'ont pas le temps de faire. Mais il y a une grande crainte de la part du corps médical, c'est qu'en fait, en donnant des postes d'IPA, donc d'infirmières pratique avancée, on va pas permettre à des à des chefs de clinique de devenir PH. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura plus d'argent côté médical. On va transformer les budgets. Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de former ces infirmières sans qu'il y ait d'enveloppe globale pour savoir comment on va les rémunérer. Parce qu'elles auront un master 2. Et si vous aujourd'hui, permettez, il n'y a aucune visibilité. Nathalie, si vous permettez, c'est tout le problème des transferts de masse, c'est qu'avec le système de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, c'est un même gâteau, et quand on veut donner plus à l'un, on est obligé à prendre à d'autres. Et ça, c'est terrible. Et quand on voit les IPA, donc on a créé ces fameux postes d'infirmières de pratique avancée, et on s'aperçoit qu'au final, on n'a pas du tout les moyens de les rémunérer, puisqu'elles nous disent elles-mêmes qu'au final, elles vont gagner moins qu'une infirmière non de pratique avancée avec les gardes. Donc, encore une fois, on va à l'échec. Merci Nathalie d'avoir été avec nous. Merci de ce témoignage, Nathalie. Merci Jacques Maillot. On n'a pas les moyens de les rémunérer, je ne comprends pas. De toute façon, les 3%, le président de la République, il l'a dit, on s'en fout. De toute façon, on a ouvert les vannes, on y va. C'est un déficit sans précédent. Alors, de ce côté, je ne comprends pas. L'enveloppe santé globale, c'est 150 milliards. Oui. L'hôpital public, c'est 51 milliards. Enfin, et on entend. C'est un pognon de dingue. C'est colossal. Et donc, on entend. Au quotidien, la Nathalie vient de témoigner, depuis que tu es là et depuis qu'on fait ce sujet sur les urgences, et ça date pas d'hier, on entend également nous dire on ne sait pas, en fait, on ne sait pas où va l'argent, on ne sait pas comment c'est dépensé. Ou alors il faut qu'on soit prêt, nous aussi peut-être les patients, à payer le vrai coût de la santé. Mais il y a un coût administratif qui est énorme. Si tu prends l'HGP, l'hôpital Pompidou, tu as pratiquement un administratif pour un acteur de soins. Mais ça c'est le vrai problème dans tous les services publics. Trop d'administration, trop d'administratifs, trop de gens, trop de bureaucratie, trop de gens dans les bureaux et pas assez sur le terrain. Et finalement, le point commun des policiers, des infirmières, des infirmiers, de ceux qui travaillent généralement dans la sphère publique, les enseignants, etc., c'est les gens du terrain qui sont pas contents. Ils sont pas assez payés. Ils n'ont pas l'argent pour travailler parce qu'on met trop de pognon ailleurs, on met trop de pognon dans les bureaux, on met trop de pognon dans la bureaucratie, mais c'est un vrai souci. Le coût des agences gouvernementales, c'est 40 milliards. 40 milliards les agences, les ARS, les HAS, etc. Oui, toutes les agences. 40 milliards. Je veux dire, les autorités, les agences. Déjà qui suppriment, lui. Il faut les supprimer, les ARS. On va faire un audit déjà. Mais tu me prends pas au sérieux, mais je t'assure. Non, mais c'est parce que. Un rapport déjà. J'ai commencé par un rapport. Oui, d'accord. Ensuite, un audit. Après, le rapport est dans le tiroir, il se passe rien. Après, une commission. Maxime Yeddo. Ce dont on s'aperçoit au fur et à mesure des témoignages et des semaines en semaine, notamment ce qu'on a vu aussi au mouvement des Gilets jaunes, c'est que le gouvernement, en vrai, a passé beaucoup plus de temps à vouloir décrédibiliser le mouvement qui était très populaire à la base plutôt que s'attaquer aux vraies réformes. On en parlait un peu en antenne. Plutôt que de faire des réformes comme la réforme ferroviaire, pourquoi pas, mais la réforme de l'État, la réforme des fonctionnaires, la réforme de la fonction publique, tout ça, c'était des réformes qui pouvaient largement faire économiser du pognon. Je veux dire, c'est pas nouveau qu'on sait que le train de vie de l'Élysée a été largement augmenté, qu'il y a eu le renouvellement du parc automobile. On sait que le train de vie de l'État coûte actuellement une blinde. Si on avait fait ces réformes en priorité, je pense
pas que ça aurait été révolutionnaire, mais ça aurait pu peut-être aménager et arranger certaines choses. Mais là, du coup, avec ces 2 journées qui arrivent, et je remercie encore Nathalie et Sophie d'avoir témoigné avec les GG Les Grandes Gueules, on a compris qu'elles étaient solidaires de ces 2 grandes journées de mobilisation, et je rappelle que la 3e se profile à l'horizon, et la 3e, c'est celle du 5 décembre. Mais je me demande, en fait, est-ce que le gouvernement a pris la mesure, parce que tu vois, du pouls de l'opinion, de ce pouls qui est en train de monter, parce que finalement, tu as une espèce de nouveau je suis presque en train de dire de silence, tu vois, un peu inquiétant, comme si d'un coup, tu sais, on dit le calme avant la tempête, et si vraiment on va de nouveau face à une tempête sociale, parce que cette réforme des retraites auquel le gouvernement s'attache, en fait, nos voisins, eux, ils l'ont faite il y a 10, 15 ans ou même 20 ans. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, cette réforme des retraites, ce soit celle que les Français attendent. Si tu veux, on voit bien que les préoccupations, elles sont ailleurs aujourd'hui pour les Français. Et là, ils s'arc-boutent, si tu veux, à cette réforme des retraites. Il tient à la faire, mais si elle n'est pas en phase avec l'opinion, arrête. Il faut arrêter tout de suite. Il faut qu'il démissionne. Mais non, mais il démissionne pas. Là, c'est trop tard. Il s'est trop engagé. S'il recule sur la réforme des retraites, déjà, beaucoup de grandes gueules disent que son quinquennat est terminé depuis la crise des Gilets jaunes. Il est terminé, le quinquennat. Voilà, comme Jacques. Absolument. Donc en plus, si sur ça, il recule, après, à mon avis, on lui a vendu Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, on lui a vendu une réforme en disant, tu vas voir, c'est simple, on va faire un système universel. Les Français, ils sont contre les régimes spéciaux, donc ils seront toujours pas expliqué. Et on va dire, tout le monde le gère à la même enseigne. La valeur du point, Alain, tu la connais ? Tout le monde le gère à la même enseigne, ça fait peur à tout le monde. Parce que, alors, bien sûr, les régimes spéciaux, mais les autres, tout le monde se dit, mais là, on va forcément perdre quelque chose dans cette réforme. Donc, il a perdu la bataille de l'opinion publique, mais il est obligé quand même de continuer à la défendre, cette réforme, sinon son quinquennat s'arrête. Le problème du point, nous, on le connaît bien, puisque nous, on vote, le Parlement vote une dépense chaque année pour la santé, et nos rémunérations, elles sont à l'intérieur. Donc, en fonction de l'état économique, nos rémunérations montent ou descendent. Mais pour la retraite, ça va être pareil. Ils vont voter une dépense, ni plus ni moins, et le point va être flottant en fonction de l'état économique du pays. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est que si on étatise le système de retraite, c'est l'État qui définit vos capacités contributives et la hauteur de votre niveau de retraite. Est-ce que vraiment on veut ça ? C'est la question qu'il faut se poser. C'est le cas quand même. Tu disais pas pour nous, par exemple, pas pour les indépendants. Le gouvernement avait du mal à sentir l'opinion populaire, à ne plus être en accord avec lui, mais c'est aussi parce que l'opinion, soi-disant, où les Français ont été représentés, mais par des buses. Il suffit de voir les... Attention. Non, mais il suffit par contre. Non, mais en plus, on les reçoit dans pas longtemps, donc j'en suis ravi de voir les mouvements et les figures qui ont émergé des Gilets jaunes. Il y en a un qui était complotiste, l'autre qui était incompétent, qui passait de plateau en plateau en parlant d'eux pour les autres, sans finalement témoigner d'une certaine sincérité, et qui ont oublié vraiment le côté populaire des gens. Et donc ça, c'est très... Je te dis ça parce que le gouvernement parie sur une chose, c'est de dire que cet automne 2019, c'est pas l'automne 95. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'agglomération pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Si tu veux, la France va se retrouver paralysée. Et c'est pour ça que je demande, je le dis, demande à dessein, est-ce qu'il a pris la mesure ? Peut-être aura-t-il raison dans les semaines à venir, ou est-ce qu'au contraire, il n'est pas médecin, il n'est pas le médecin social que peut être Jérôme Martier, il ne sent pas le pouls de l'opinion. Sauf qu'en 95, on avait des syndicats salariés, on avait des partis politiques, et aujourd'hui, tu as plus de partis politiques pratiquement d'opposition, à part le Front National, ou le Rassemblement National, et tu as plus de syndicats, c'est-à-dire que le gouvernement est en face du peuple directement. Et donc c'est là où il faut qu'ils prennent la mesure des choses, parce que sinon ça va leur exploser la figure. C'est un nouveau modèle. Mais oui. Il n'y a pas de syndicat, je ne suis pas d'accord sur les retraites. Des syndicats comme la CGT, comme EFO concernant les retraites. Oui, mais ils ont plus ils ont aussi. À travers Jacques a raison, à travers un certain nombre de corporations, si tu veux, ils ont ce pouvoir de paralysie et de mobilisation. Les bataillons de la RATP, on a eu une démonstration, ils ont fait une répétition. Là, c'est l'UNSA. Absolument, c'est l'UNSA. Quand on pense que l'UNSA, mais UNSA, Sud et la CGT, ils ont les transports, si tu veux. Donc aujourd'hui, voilà. Mais une fois de plus, c'est là où on prend le problème. Regarde, tu prends les problèmes RATP, UNSA, la SNCF, Sud, etc. C'est que eux se battaient pour leur profession, pour leur cause. En effet, ils se lient à la réforme des retraites pour toujours en permanence tenter de ranimer ce qu'ils appellent la convergence des luttes. Mais dans le fond, c'était pas du tout ce que voulait à la base, une fois de plus, le mouvement des Gilets jaunes, puisque c'est ça dont on parle. Une fois de plus, ce qui ont gonflé aussi les gens avec les syndicats, je suis pas d'accord avec toi. Le problème des syndicats, c'est qu'ils se battent pour eux sans en plus avoir anticipé toutes les métamorphoses de la société qu'on a pu voir. Les caisses automatiques, les transports, on parle du transport, on parle des étudiants récemment, tous les nouveaux jobs des étudiants, le Uber Eats et Deliveroo, et voilà. Et là, les syndicats s'en aperçoivent uniquement parce que eux-mêmes se forment. Pas seulement parce que le numérique ne bouleverse pas uniquement
seulement la livraison à domicile. Non, mais le numérique bouleverse tous les secteurs d'activité. Non, mais là, tu touches un point super important. Parce que la réforme des retraites, si on remet sur celle-là, ils l'ont fait sur un seul critère, qui est celui, on va vivre plus longtemps, donc on travaillera plus longtemps. Sauf que, comme tu le dis, Uber Eats arrive, Amazon arrive, Facebook arrive, etc. Il m'étonnerait qu'Amazon crée beaucoup d'emplois. Ça veut dire qu'on est à un moment de notre histoire où c'est pas les mêmes emplois qui sont créés. Oui, sauf que par rapport, par exemple, à l'apparition de l'imprimerie à l'époque, il y a très longtemps, quand on te dit on bascule d'un système à l'autre système, il y a des nouveaux emplois qui se créent. Mais là, on a une rapidité du changement qui fait que la société n'a pas le temps de s'adapter. Et donc, on va se retrouver avec plein d'emplois qui vont tomber. Aujourd'hui, à 55 ans ou 100 ans, tu perds ton travail, tu n'en retrouves pas, et on veut faire travailler des gens de 70 ans. Enfin, je veux dire, il faut qu'on change peut-être de schéma avant d'imposer un nouveau système de retraite. Oui, mais on calcule comment va être l'avenir. Il faut discuter ou juste entendre les syndicats. Quand je les écoute, j'ai pas l'impression d'être dans le même monde qu'eux. Faut être très honnête. Quand ils parlent du travail, et notamment quand ils ont essayé justement de défendre ces nouvelles plateformes et l'arrivée du numérique, c'est surréaliste. On avait vraiment l'impression qu'ils découvraient le problème. Que les syndicats soient disqualifiés, ça on l'a bien compris. La question est de savoir est-ce que les politiques le sont aussi. Tout autant. Ouais, mais sauf que ce sont eux qui ont le pouvoir. Sauf Jacques, t'es pas d'accord avec ça? Je suis d'accord avec Maxime, sur un point, je mettrai à part la CFDT. Je pense que tout. Et encore. Je pense qu'ils sentent mieux les choses que les autres. Ils étaient à la bourse. Non, mais Jacques, c'est fini. Sincèrement, la clause du grand-père, il a raison. C'est aberrant parce que ça voudrait dire, si on applique la clause du grand-père, c'est que la réforme, elle s'applique dans 50 ans. Mais quel sera le monde dans 50 ans? Quel sera le monde du travail? Tu vas pas me faire croire que Jean-Paul Delevoye, tout compétent qu'il est capable d'anticiper ce que sera le monde du travail et notre espérance de vie dans 50 ans. Tu sais qu'Yves Cochet, lui, va mourir dans 20 ans. Il n'est pas d'accord, lui, pour la clause du grand-père. Non, mais en 2 mots. La clause du grand-père, c'était inventé par Pierre Mendès France en 1954. Non, mais si tu veux faire une réforme systémique, à tout le moins, tu fais travailler dessus à la fois des sociologues, des philosophes, des gérontologues, des gériatres, des spécialistes de nouvelles technologies. Non, mais là, c'est le problème. Tu vas étudier comment va être le problème aujourd'hui. Alors là, c'est pas idiot ce que tu dis. Effectivement, on n'a plus de vision d'intellectuels qui essaient de penser un peu le monde. Ceux qui pensent le monde aujourd'hui, ce sont les grandes sociétés américaines. Et le problème aujourd'hui, c'est qui pense la France, c'est Bercy. Voilà. Je veux dire, qui pense la France aujourd'hui, c'est avec une règle à calculer. Donc, tu ne peux pas penser le pays uniquement avec une règle à calculer. C'est le problème. C'est le problème fondamental. Aujourd'hui, les politiques ne pensent plus. Il y a eu un film qui a eu un énorme écho. C'était le dernier film de Lucchini, où on était plongé dans le joue le maire de Lyon d'un maire de Lyon, et on s'aperçoit la détresse de la pensée. Mais on le voit aussi avec les politiques qui sont arrivés à l'Assemblée nationale. Le problème de représentativité sur les plateaux, on a invité les mêmes parce que les autres étaient assez transparents. On ne pense plus. Les politiques n'ont plus le temps de penser. Tout est calculé, tout est pensé, et l'administration, la machine administrative derrière empêche un quelconque raisonnement. Maxime Yeddo, Jacques Maillot, Jérôme Marty, dans un instant les GG. Suite avec les tendances GG, les articles les plus commentés, les plus polémiques sur les réseaux sociaux. À tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.